Salut à tous, épisode 2 avec les Portland Trail Blazers. On est toujours sur le dernier NBA 2K, le 24 bien sûr. Et ici, on va aborder la suite des mouvements des Blazers avec Brogdon qui a rejoint les Blazers sur encore une fois un magnifique trade du point de vue de Portland où Jrue Holiday, pétri de qualité, qui est un joueur peut-être un peu trop fort pour une équipe dans la posture de Portland qui ne joue pas le titre clairement et bien s'est retrouvé dragué par les plus grandes franchises prétendantes, notamment de l'Est, et donc il est allé rejoindre les Celtics. C'est incroyable, avec en plus on parle d'une prolongue et tout, donc on pense que Jrue Holiday aux Celtics c'est quelque chose qui peut durer réellement. Je l'ai fait aussi dans ma partie, du coup. On est sur... déjà, j'ai fait une petite recherche de transfert pour regarder ce qui pouvait être proposé par les Celtics. Ah bah tiens, plus grand-chose à ce stade-là. Et donc, c'est pas grave, on l'a fait en manuel. Donc, Jrue Holiday va rejoindre Boston. Et pendant ce temps, ce sont donc Malcolm Brogdon, d'une part. On va regarder ça tout de suite. Il y avait des arguments pour d'autres équipes, mais honnêtement, l'offre des Celtics semblait impossible à refuser. Donc c'était vraiment une bonne affaire pour Portland sur ce coup-là. C'était ça il y a quelques jours. Donc puisque Brogdon et Robert Williams vont rejoindre les Blazers. Et en plus, il y a 2 premiers tours de draft associés à tout ça. Premier tour des Warriors. Il est protégé top 4 en fait, mais bon voilà, le jeu nous le donne protégé top 5. Et puis après, j'ai été chercher un tour 2027 parce que dans NBA 2K, vous ne pouvez pas aller chercher le tour 2029 à ce stade-là. Donc j'ai remplacé par un Boston non protégé 2027, ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, ça ne fichera pas la partie en l'air. Voilà, donc ce trade en fait est très à l'avantage de Portland, je pense, puisqu'on récupère 2 premiers tours. Et puis en fait, Celtics sont très contents parce qu'au final, ils récupèrent clairement un joueur qui peut leur permettre, dans les grands moments, notamment en fin de playoff, de faire la diff. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc nous, au départ, moi j'étais pas parti pour garder Brogdon, parce que je pensais que ce dernier allait être retransféré relativement rapidement. Ouais, sauf que apparemment il veut rester et les Portland Trail Blazers comptent sur lui. Donc là, on a un bon sujet ici, là, c'est renforcement de Portland, alors que je pensais réellement, au départ, vraiment quand je vois le trade, que ça n'allait pas du tout rester un Brogdon du côté des Blazers. En plus, c'est un contrat qui est relativement correct, il a 30 ans, il reste 2 années. Au pire, il sera en contrat expirant l'année suivante. Enfin bref, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent encore se faire autour de ce cas Brogdon, mais bon, apparemment ils ont choisi de le laisser ici et de pouvoir entourer peut-être le développement de Scoot Henderson. Donc ok, parfait, c'est plutôt une bonne chose pour cet aspect-là. Après il y a Robert Williams aussi qu'on récupère dans le deal, et ça c'est pas du tout une mauvaise affaire, loin s'en faut, puisque ça vient muscler cette raquette. Alors du coup, quel est l'effectif avec lequel on peut continuer sereinement la saison? Je parlerai de Jeremy Grant juste après. Ok. Donc, évidemment, tout va être orienté pour moi autour de Scoot Henderson. Scoot Henderson et ses moves vers le cercle, sa manière de faciliter le jeu, on va dire, et d'ouvrir des brèches dans la défense. Bon, il faudra essayer d'en tirer profit. Shaedon Sharpe, évidemment, fait partie du projet à fond la caisse. Donc on a comme ça 2 joueurs à 78 d'overall en début de partie qui honnêtement sont très très intéressants et sur lesquels on peut construire. Après il y a un cas qui se posera peut-être, donc je le disais dans la vidéo précédente, c'est Anthony Simons, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui va se passer si jamais il commence à y avoir quelques moves dans des Blazers qui par exemple auraient un bilan un peu morne, et notamment le cas Jeremy Grant. Alors, Jeremy Grant, moi c'est un joueur que j'adore. Il a en plus une certaine polyvalence. Le type peut être scoreur. Enfin, il a développé de vraies qualités. Il y a eu un accord gagnant-gagnant qui s'est fait à l'été.
2023. C'est on re-signe 5 ans avec Jeremy Grant, et comme ça, finalement, ça donne un asset plutôt correct aux Portland Trail Blazers, d'une part, et en plus de ça, le gars est payé. Il prend ses 140 millions ou 160 pardon, sur 5 ans. Donc il a aussi son statut qui est solidifié dans la ligue. Et puis sinon, évidemment, moi je pense au développement de Jabari Walker et Chris Murray, pour ce qui est du poste 4. Je pense que l'avenir il est peut-être plutôt là, et qu'à un moment donné, avant la trade deadline, c'est-à-dire à partir du 15 janvier, il va falloir s'occuper de Jeremy Grant. Robert Williams, vous voyez, contrat extrêmement léger, puisqu'il y a quoi, il y a 36 millions sur 3 ans, ce qui n'est pas grand-chose dans la ligue actuelle pour un dissuadeur, dont on sait aussi que le type de profil est de moins en moins valorisé en NBA, mais pour autant, c'est un super ajout à côté de DeAndre Ayton. Ça nous donne à la fois des possibilités de les associer, mais aussi possibilité de renforcer comme ça la raquette, de jouer d'avoir un backup énorme pour Ayton. Après, j'ai mentoré, puisqu'il reste, j'ai mentoré Scoot Henderson avec Malcolm Brogdon. Il y a comme ça pas mal d'insignes à transférer. J'ai utilisé le mentorat de Matisse Thybulle pour Shaedon Sharpe. Donc Matisse Thybulle, il est pété d'insignes or. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Puis après, il y avait une troisième possibilité qui était de mentorer avec Jeremy Grant le jeune Chris Murray. Voilà, j'aurais pu le faire avec Jabari Walker, mais j'ai l'impression que Chris Murray peut-être... Enfin, c'est pas que je le préfère, mais il semble avoir un potentiel aussi pour jouer éventuellement 3 à des moments. Bref, faut encore affiner son profil, on n'a pas encore vu jouer le jeune. Mais il est très intéressant, donc voilà, ça se garde bien précieusement, ce genre de pépite potentielle. Puis après, j'ai commencé à élaborer une rotation. Rotation, du coup, où on compte sérieusement sur Malcolm Brogdon, avec du poste 1 ou du poste 2 pour lui, meneur ou arrière. Et puis ensuite, on essaie de compléter. Je pense qu'Anthony Simons mérite de démarrer les matchs, clairement. Jeremy Grant, on ne peut pas réellement le sortir. J'ai envie de donner quand même le statut de starter à Shaedon Sharpe. Et puis du coup, ça oblige, pas grave, à ce que Scoot Henderson d'une part et Robert Williams d'autre part soient en sortie de banc, mais avec de grosses minutes. Vous voyez, je leur ai mis 27 minutes chacun. Et voilà, j'ai essayé après d'équilibrer les choses. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec aucune minute pour Justice Winslow pour le moment. Mais après, on sait qu'il peut y avoir des petites blessures. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu quand même maintenir un peu de temps de jeu aux jeunes Chris Murray et Jabari Walker. Voilà. On essaie de terminer les matchs avec une équipe accrocheuse et capable en défense. Et puis voilà, après il faut un peu répartir tout ça pour avoir au moins 27 minutes, je pense, pour tout joueur qui est soit starter, soit sortie de banc, mais sur lequel on compte beaucoup. Donc c'était un petit peu ça qui m'a animé au moment d'établir ma rotation. Donc Winslow, Brown et Knox sans temps de jeu, puis les jeunes Toumani Camara, Ryan Rupert, Ibu Dankyo Badji aussi sont hors du coup pour le moment. On verra un petit peu ce qu'il advient. Ça me fait un peu mal au cœur, mais bon voilà, là pour le coup on n'avait pas trop le choix, parce qu'il y a pas mal de très bons joueurs auxquels il faut donner des minutes. Donc voilà pour cette partie-là. Et après on a testé. Et en testant, on tombe tout de suite dans le vif du sujet. Sujet actuel, Sixers, Embiid, Harden. Il y a des petites choses à dire avec ces deux-là. Que ce soit pour James Harden autour de quel sera réellement son devenir, et le retrouvera-t-on encore du côté des Sixers dans peu de temps. Bon, en tout cas, moi je mets ma petite pression défensive en place, et également on va coller un gros vilain défenseur, Matisse Thybulle, sur James Harden, parce qu'on se méfie un petit peu de l'ancien magicien des Rockets. Et puis deuxième sujet, évidemment, c'est Jojo Embiid. Alors moi, je peux pas tellement parler de ce que je sais pas par rapport
au trade potentiel ou demande de trade. Est-ce que le mec s'énerverait entre guillemets d'une certaine on va dire situation instable autour de James Harden, donc c'est pas évident de spéculer là-dessus. Par contre, son choix de Team USA pour les JO 2024 a fait parler, hein. Et moi c'est vrai que je suis assez d'accord. J'ai tout de suite pensé plus ou moins la même chose que ce que par exemple Wembanyama a pu déclarer. C'est triste pour le Cameroun, quoi. Parce qu'en fait t'es Camerounais, mec. Et je trouve ça toujours tellement triste que les types jouent pas avec leur pays. Mais bon, voilà, c'est le sport de 2023. C'est comme ça. Tyrese Maxey en mode coast to coast. Ah, alors c'est pas grave, on va prendre le rebond et on va prendre le N1 dans la foulée. Début de match assez intéressant, mais sur lequel il faut faire gaffe à pas se faire rapidement déborder. On essaie d'assurer toujours une contestation de tout ce que James Harden entreprend. Lui aussi d'ailleurs, avec son gros potin, il a même perturbé Jeremy Grant près du cercle. Et regardez, voilà le genre de séquence qui doit plus arriver. Ça, c'est ce qu'on veut pas voir. C'est Harden qui conteste, qui relance coast to coast, bam, Jojo Embiid derrière, ou peu importe qui. Ça peut être PJ Tucker. Et on se fait complètement annihiler parce qu'on n'a pas de repli défensif suffisant. Donc là, pour le coup, on est sur des séquences début de match à ne pas répéter. C'est-à-dire qu'il faut que cette attaque soit un peu plus propre et que dans la foulée, on ait peut-être sinon une faute pour couper, etc. Des choses que je fais de temps en temps. Regardez, c'est pareil ici. La passe pour Mo Bamba qui avait fait une belle course vers le cercle. Évitons aussi, si possible, de se prendre des séquences de lancer franc de James Harden. Là, c'était ma faute. J'avais fait une faute de frustration. Et puis, on était déjà dans le bonus. Donc, voilà. Attention à Harden. Vérifions que les shoots qu'on concède, voilà, soient, je dirais, en plutôt mauvaise position ou en tout cas de soit aléatoire et on sera à ce moment-là tranquille. Il faut évidemment couper Jojo Embiid de tout ce qui peut être facile pour lui. Alors tout ce qui est facile pour Jojo Embiid, il y a beaucoup de choses en fait, hein. Mais clairement il y a toutes ces situations au poste où moi j'essaie de venir doubler par moment. Alors du coup évidemment je suis sanctionné sur celle-ci, mais il y a pas mal de moments où le fait de doubler va être payant pour lui faire lâcher la balle. Attention parce qu'au lancer franc, la faute n'est pas une option avec Jojo Embiid. Et puis après, même avec un ou deux mecs sur le dos, le type est complètement capable de nous faire très mal. Voilà, pour l'instant, ça se passe pas si mal. On est au milieu du deuxième quart-temps sur un schéma de match où on n'est pas largué. On n'est pas largué, mais quand même, il y a un peu trop d'actions forcées à l'instar de celle-ci offensivement. Et puis derrière, voilà, ça se régale. Alors là, par contre, voilà, je tire la sonnette d'alarme. -8 commence un tout petit peu à sentir mauvais. Et surtout que dans la foulée aussi, on donne exactement le bâton pour se faire battre. Et ici, regardez, on va enchaîner avec le -10 qui fait mal un peu avant la mi-temps. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. On essaie toujours de voir si James Harden ne pourrait pas être embêté. Il ne l'est pas. Ce qui fait un mauvais bilan en fait à cause de cette fin de deuxième quart-temps. Un mauvais bilan notamment au rebond. Ça c'est parce qu'on a pas mal concédé de rebonds on va dire, aux Sixers dans leur raquette parce qu'on a beaucoup raté. Puis surtout il y a eu un peu trop de paniers entre guillemets trop faciles. Que ce soit même pour PJ Tucker ou comme ceci pour Harris juste avant, Harden aussi a trop scoré, bref. Défensivement, on s'est pas gavé. On s'est pas gavé, mais ça va reprendre un petit peu
Regardez-moi ça. C'est énorme. James Harden en folie. Il a dû percevoir mes critiques. Le James. Non mais je rigole, mais c'est très très fort. À des moments, c'est impossible à arrêter. Allez, balle en bas pour Embiid. Embiid est vraiment gêné par Robert Williams. Ça fait du bien. On a là quelqu'un qui peut vraiment l'embêter. Et même DeAndre Ayton, par moment, avec son physique peut-être encore plus dense, l'embête. Et derrière, comme par hasard, dès qu'il y a des stops défensifs, hein, ça c'est le classique de NBA 2K, stops défensifs permettent d'aller en plus chercher des paniers faciles avec du jeu de contre-attaque pas inintéressant. Après, il faudrait pas trop forcer non plus, mais j'arrive à trouver 2 points avec Scoot Henderson sur cette contre-attaque-là. Ok, on te le laisse celui-là. Je me méfie toujours des écrans posés pour le passage backdoor quelque part du poste 4. Avec Philadelphie, c'est une séquence qu'on peut retrouver assez facilement. Alors, pas ici, mais en début de match aussi, j'ai dû y faire face beaucoup. Voilà, ça, c'est le jeu rapide qu'on peut attendre avec finition ultra spectaculaire. Scoot Henderson, il a la tête dans le cercle, il monte très très haut. Attention aussi à essayer de valider, voilà, dommage, c'est sorti d'écran. Ici Malcolm Brogdon, ça a failli rentrer, mais c'est pas le cas. Donc l'adresse à 3 points, moyenne sur ce match-là, on n'arrive pas. Pourtant, je commence à avoir un peu plus les timings en tête. Là, Jojo qui s'en mêle, il aurait dû shooter avant, je pense. Et globalement, on arrive plutôt bien à l'embêter, hein, Embiid. Hein. On le limite jusque-là. On oblige Harden à forcer. Il avait Tybalt en plus pour le gêner. Pareil ici. Bref, vous l'avez compris. Le match prend une tournure encore plus intéressante au moment où Anthony Simons vient claquer un dunk ultra spectaculaire lui aussi. Après une superbe défense. Donc ben voilà, on est dans le vrai là. Là on est dans quelque chose d'intéressant. Dans la foulée, encore un ballon volé, sanction juste derrière. On est à plus 3. Plus 3, c'est intéressant. Jeremy Grant fait un gros match. Hein. Outre l'adresse à 3 points, il a eu beaucoup d'impact. Bon, Jojo au lancer franc, c'est pas une bonne affaire. Faut essayer de limiter ce genre de truc. Donc là, vous voyez, moi je me concentre exclusivement sur la position de Embiid. Même si du coup ça libère un tout petit peu quelques actions pour d'autres comme Harris. Ce gros rebond avec claquette est essentiel parce qu'il il nous redonne un petit peu d'oxygène à ce moment-là du match, il nous fait repasser devant. Et Harden qui force. Très bien. On a vu un James Harden inarrêtable pendant 2 tiers du match. Et là, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir une séquence où on sanctionne l'entêtement offensif? Par exemple, Maxi n'a pas assez la balle, je pense. Oui, très bonne défense encore. Williams embête Embiid, je l'ai déjà dit. Et en plus, derrière, on a des extérieurs qui viennent près du cercle pour essayer de profiter des bonnes positions. Très bonne défense là encore de Williams. Alors maintenant on a changé parce que Williams était fatigué. J'ai mis Ayton sur Jojo. Ayton aussi est dense et l'empêche de faire exactement ce qu'il aurait à faire. Bref, ça sent plutôt bon. Tybalt à la balle. Il faut ressortir ici Shaedon Sharpe. On donne la balle à Justice qui va appeler le petit écran pour la finition main droite. Ayton, pick and roll mal défendu, on le sait, par NBA 2K. Donc quand on a besoin d'un panier clé en main, des fois on peut pas résister à la tentation du pick and roll avec le grand poseur d'écran qui roule vers le cercle. Ici c'est pareil, petite action. On va retrouver encore le handle de Justice qui attire Tucker et Embiid. Qu'est-ce que c'est mal défendu. Et ça vient clore ce match. Victoire donc des Blazers sur le terrain des Sixers.
pas mal. Plutôt satisfaisant. Ça a été une grosse bataille. Et on a des stats incroyablement différentes après la mi-temps. On leur a réellement mis presque 20 points en fait quand on réfléchit. Hein. Il y a eu une deuxième mi-temps dans laquelle les Sixers se sont complètement fait manger. Finalement, un gros James Harden, sans jeu de mots, n'empêche pas de battre ces Sixers-là, puisqu'on a réussi finalement à limiter tous les autres, et notamment pas assez de shoot pour Maxi, ça c'est leur problème, et pas assez d'efficacité pour Embiid. Et nous, de notre côté, voilà, beaucoup de rebonds par exemple pour Robert Williams et DeAndre Ayton. Voilà, ça a été vraiment le point crucial. Le rebond, peut-être que avoir une grosse performance d'équipe, faudra regarder ça, je dirais, au bout de 30 matchs, voir un petit peu quel est le statut dans la ligue de cette équipe au rebond avec cet effectif-là. Parce qu'à mon avis, on peut vraiment avoir une très grosse force avec ce rebond. Dans la foulée, j'ai été aussi jouer le match à Toronto. C'est les Raptors qui nous recevaient. Et pour voir si sur un match sur le papier plus facile, il y a moyen d'être sérieux, ou si on peut aussi s'effondrer de la même manière qu'on avait surpris plutôt du côté de Philadelphie. Donc après avec Brogdon et compagnie, moi je suis assez confiant en fait, hein, parce que je sais que des possibilités on en a. Hein. Se fait plaisir au début, là on prend quelques shoots à 3 points, parce qu'il faut essayer de nourrir tout le monde, c'est pas évident. Hein. Ayton, regardez-moi ce petit travail, hop là, très très joli, dos au cercle, face à Jakob Poeltl. On a toujours les séquences en pick and pop de Jeremy Grant qui nous permettent de plutôt bien exister dans ce premier quart. Grant, c'est une machine, hein, derrière l'arc à 3 points. Ce qui fait qu'après, on se retrouve aussi à pouvoir finir près du cercle. Très très bon premier quart-temps de Jeremy Grant ici. Et de toute façon, je pense qu'il sera très précieuse. Me chagrinerait le jour où on devrait le transférer. Mais bon, s'il faut le faire, on le fera. Hein. Mais à ce moment-là, il faudra que ce soit bien payé, hein, entre guillemets. On essaie de provoquer les fautes de Pascal Siakam lorsqu'il se retrouve. Ça, c'est une séquence où j'ai Williams et Ayton sur le terrain, vous voyez. Séquence Twin Towers du côté de Portland, plutôt intéressante. Siakam aura du mal hein, s'il cherche à jouer Ayton sur le physique ou sur le jeu intérieur. En revanche, si il s'écarte et il joue sur sa vitesse, premier pas de Siakam est quand même supérieur à celui de Ayton, mais on n'a pas profité, on arrive à taper des ballons, on arrive à terminer comme ça avec Shaedon Sharpe près du cercle sur le joli contre-attaque de Brogdon après interception, et on se régale sur le pick and roll. De ce côté-là, c'est sûr que ça se passe très bien. Dennis Schroeder, quand même, va nous montrer qu'il n'est pas n'importe qui, en décalant Precious Achiuwa, sur lequel j'avais fait une croix. Je m'étais dit, ça va, tu peux shooter, mec. Ben non, en fait, il fait ficelle à 3 points. Il a progressé. Donc, sinon, voilà, ce genre d'action avec Scottie Barnes ne nous fait pas trop peur, parce que il aura du mal à en mettre beaucoup lorsqu'il se retrouve comme ça dans le trafic. Du coup, offensivement, on arrive à les rendre relativement inefficaces. Jabari Walker à 3 points. On a avec Murray, Walker et puis surtout Jeremy Grant des postes 4 qui ont plutôt un shoot à 3 points très, très solide. Et ça, c'est une force. Vraiment, dans le jeu, là, pouvoir comme ça marquer 3 points à tout moment sur une belle séquence en pick and pop, c'est toujours précieux. Regardez, le repli défensif des Raptors ici commence à être catastrophique. On arrive même à trouver le alley-oop pour Robert Williams. Encore une fois, signé Brogdon, qui va faire un nombre de passes incalculable
dans ce match. Quand même, voilà, la petite rébellion de Schroeder, voilà, je l'annonçais un peu tout à l'heure. Et on essaie de marquer en fait l'adversaire tant qu'il est comme ça dans une position où il est pas affaibli, mais dans une mauvaise séquence, quoi. J'essaie de marquer des points pour qu'on ait un quatrième quart-temps un peu tranquille si possible. Anthony Simons, dommage. Celui-là était mérité si ça rentrait, parce que le timing de shoot n'était pas mauvais. Puis après, voilà, toujours les petits tips, vous savez, que ce soit en défense, où on tape la balle de manière un peu coquine à des moments, on termine, on fait des feintes. Ici, c'est Anunoby qui s'est fait avoir par la feinte de Anthony Simons. Anunoby, je l'ai mis dans mes joueurs, comment dirais-je, convoités. Au cas où il y aurait une possibilité de trade, Anunoby m'intéresse. Il viendrait encore densifier. Je pense qu'il intéresse beaucoup d'équipes, OG Anunoby. Hein. Et regardez ce qui se passe, mine de rien, en milieu, fin de quatrième quart-temps. Omniprésence de Siakam, Poeltl notamment. Scottie Barnes n'a pas été mauvais. Waouh, on est en train de prendre cher. Notamment parce qu'au rebond, on n'a pas verrouillé. Et du coup, le coup est passé pas très loin de se renverser alors qu'on avait une jolie avance. Et qu'après 3 quarts temps, ça paraissait acquis. En fait, il a fallu rentrer quelques lancers francs sous tension pour assurer cette victoire. Mais ce sera chose faite. Donc, manette en main, cette équipe fonctionne. Elle fonctionne avec tous les attributs d'une équipe très agréable, avec même du physique, avec les collisions sont bien gérées. On a des mecs solides. Hein. Et puis, je trouve même qu'au rebond, on n'a pas la sensation de se faire démonter, comme c'est le cas parfois avec certaines histoires sur NBA 2K. À 3 points, on a des possibilités. On arrive à intercepter. On arrive à museler l'attaque adverse. Il faut avoir ça sur le long terme, mais voilà. Donc ça fait beaucoup de points de satisfaction. Moi, juste à titre personnel, mon gameplay m'énerve parce que je trouve que mes postes extérieurs, je leur offre pas assez de possibilités. Soit de shoot à 2 points à mi-distance, soit de pénétration, mais propre. Vous voyez, pas quelque chose d'horrible où on profite d'un oubli défensif comme c'est parfois le cas. Je cherche des actions propres. Donc on va voir, je vais essayer de bosser tout ça, de toute façon c'est avec le temps. On avait aligné 4 victoires d'affilée avant de s'incliner aux Grizzlies, puis de se venger quelques jours plus tard. Oui, parce que j'ai décidé de simuler un petit peu, histoire de voir ce que ça donne aussi en simulation. On a vu manette en main, mais mes simulations, ça se passe pas mal. En fait, c'est la surprise de ce début de saison. Les Portland Trail Blazers, dans cette reconstruction très rapide, puisque pas une reconstruction totale du tout, sont compétitifs, même si là, voilà, ils prennent un éclat face aux Lakers, avec un trio AD, LeBron, D-Loading, plutôt en fait sur ce match-là, mais il n'y a pas de quoi paniquer. On prend ensuite un match en prolongation contre le Jazz. Et puis on croise même la route des Cavs juste après. Allez, la satisfaction du moment, c'est que on a encore une fois belle contribution de Scoot Henderson. Scoot Henderson fait un très beau début de saison. Ce statut là en sortie de banc pour sa saison rookie avec 27 minutes semble lui convenir. On s'impose dans la foulée face aux Cavs, voilà, donc là aussi grosse perf, hein. Grosse perf de battre les Cavs. Encore Brogdon, mais qu'est-ce qu'il est. C'est un métronome, Malcolm Brogdon. Un métronome, malgré le show Mitchell et la performance de Garland.
On aura donc battu ces Cavs. De même qu'on va battre ces Lakers. Alors là, quand même, je me suis étonné. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence à faire trop. Anderson, meilleur marqueur du match côté Blazers. Russell, Davis, Cam Reddish. Ah, on a compris. Aux Lakers, il y avait LeBron absent sur ce match-là. Bon, déjà, ça explique un peu mieux parce que je vous avoue que j'avais du mal avec le fait de battre cette équipe-là. Même OKC, hein. Finalement une équipe dangereuse, mais qui est ici battue encore une fois sous la houlette de Brogdon. Donc il y a vraiment énorme qualité. Cet apport de Brogdon est vraiment essentiel, puisqu'il veut rester, paraît-il. Alors les Blazers, avec lui, se retrouvent très très bien classés au bout de 13 matchs. On va essayer d'avancer encore un tout petit peu. Puis après, on essaiera de dresser des petits bilans intermédiaires déjà. Les Suns, allez, encore une fois, balayés. Étonnant, hein, vraiment étonnant de voir ce bilan-là. Booker, Bill, KD, Nurkic, puis après, voilà, les autres n'ont pas existé. Ils ont un problème de banc, là, apparemment, surtout les Suns. Ayton aura fait plutôt un bon match pour le retour face à son ancienne équipe. Le Jazz, cette fois-ci, maîtrisé un peu mieux. Regardez ce qui se profile à l'horizon. Il se profile un match plutôt sympa. Brogdon, Sharp, Ayton, en plus, score équilibré. 6 joueurs à plus de 10 points, mais plus de 13 points d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment pas mal ce qu'on voit là. La simulation, en tout cas, offre de jolies perspectives à cette équipe-là. Regardez, il y a un petit match contre un joueur, je crois qu'on connaît bien, prévu 4 jours plus tard. Alors que donc ces Blazers affichent un super bilan. Regardez, Sharp, il est en train déjà de préparer le gain de 1 point d'overall, puisqu'il y a la petite flèche verte là, et après ça va se transformer en 79 pour de vrai, sûrement. Regardez, les minutes sont fidèles à peu près à ce que j'ai demandé dans ma rotation. On est autour des 30 minutes pour finalement 7 joueurs. Voilà, un peu moins pour Anderson et Williams, mais après, sûrement que Brown a dû rentrer dans un match, je ne sais pas trop pourquoi, mais peu importe, c'est pas ça qui est essentiel. Les minutes sont bien réparties, le scoring est plutôt bien réparti, il y a 3 mecs quasiment à 20 points. Donc ça, c'est pas mal du tout. Belle contribution de Ayton en mode machine. Sharp, il n'y a pas à rougir. Simons, j'aurais peut-être attendu un peu plus haut lui, mais il est victime du nombre de shoots disponibles, parce qu'il y a beaucoup d'options en fait. Dans cette équipe-là, les 11 rebonds de Williams, très bien. Anderson, 16 points en sortie de banc, bah magnifique. Donc en fait, pour le moment, tout se passe comme dans un rêve. Il faudra voir un petit peu comment ça évolue, mais on a vraiment un début de saison presque trop beau. Espérons pas trop de blessures. Espérons qu'il n'y ait pas un chamboulement de l'effectif trop rapide IRL qui m'oblige moi à démanteler tout ça. Ici, j'aimais bien cette action parce que on va faire sauter Anunoby en fait. On voit qu'il arrive, le mec est lancé. Si tu fais une feinte de shoot ici, t'es sûr que, hop là, voilà, il va croquer, c'est obligé. Hein. Bref, voilà, vive les Blazers et à très bientôt pour la suite de tout ça. Bye bye.